Selon une légende tenace, jamais confirmée, dans un coffre-fort personnel de Louis de Funès, dissimulé derrière un portrait de famille au château de Clermont, se seraient trouvés les secrets les plus noirs de sa fortune. Ce n'était pas un simple coffre, c'était un testament de méfiance, un bunker contre les voleurs, contre le fisc, contre sa propre famille. Un notaire, dont l'identité n'a jamais été révélée, aurait confié des années plus tard qu'il se souvenait encore du bruit métallique de la serrure ce jour de janvier 1983. À l'intérieur, rien. Le vide absolu. Des liasses de billets qui auraient dû s'y trouver, représentant les cachets pharaoniques des années 70, avaient disparu. Quelqu'un aurait vidé le trésor avant que le maître des lieux ne rende son dernier souffle. Mais qui connaissait la combinaison? Et surtout, pourquoi personne n'a parlé pendant 2 ans? Louis de Funès n'était pas un homme à faire confiance aux banques. Les établissements financiers, disait-il, étaient peuplés de requins en costume qui attendaient le moment propice pour dévorer les fortunes des artistes. Lui, le fils de commerçants espagnols installés à Courbevoie, avait gravi chaque échelon de la gloire française à force de grimaces, de colères feintes et de numéros burlesques qui faisaient hurler de rire des millions de spectateurs. Mais derrière le masque comique se cachait un homme hanté par la peur de tout perdre. Cette obsession était née dans les années 40, quand il survivait en jouant du piano dans des bars miteux pour quelques francs. Il se souvenait de la faim, du froid dans les chambres sans chauffage, des producteurs qui promettaient la lune et disparaissaient avec les cachets. Alors, quand la gloire est enfin arrivée, d'abord timidement avec quelques seconds rôles, puis comme un tsunami avec le gendarme de Saint-Tropez et la Grande Vadrouille, Louis a décidé de contrôler chaque centime. Il négociait lui-même ses contrats, vérifiait les recettes au box-office, réclamait de pourcentages sur les entrées. Les producteurs le surnommaient en privé « l'avare », un surnom qu'il aurait d'ailleurs joué à la perfection quelques années plus tard. Mais cette avarice supposée cachait en réalité une terreur viscérale, celle de redevenir l'homme invisible, le musicien de bar que personne ne regardait. En 1967, au sommet de sa gloire, Louis achète le château de Clermont à Celette, dans le Loir-et-Cher. Un rêve d'enfant d'immigré devenu réalité. Un domaine de plusieurs hectares, des tours médiévales, des jardins à la française. Mais ce château n'était pas qu'un symbole de réussite, c'était une forteresse. Louis y fait installer un système de sécurité digne d'une banque centrale. Alarmes, grilles renforcées, gardiens, et surtout, ce fameux coffre-fort encastré dans le mur de son bureau privé. Une pièce où même Jeanne, qu'il avait épousée en 1943, n'entrait que rarement. Dans ce coffre, Louis entreposait ses cachets en espèces. Les contrats des années 70, quand il tournait 3 ou 4 films par an, lui rapportaient des sommes colossales. Pour le grand restaurant, il avait touché plusieurs millions de francs. Pour les aventures de Rabbi Jacob, son cachet avait dépassé tout ce qu'un acteur français avait jamais gagné. Mais Louis refusait les virements bancaires. Il exigeait du liquide. Des liasses de billets de 500 francs, qu'il comptait lui-même, plusieurs fois, avant de les enfermer dans son sanctuaire d'acier. Ses proches le savaient. Louis dormait mal quand l'argent n'était pas sous son contrôle direct. Il se levait parfois la nuit pour vérifier que le coffre était bien fermé. Cette manie avait quelque chose de pathologique. Olivier, son fils aîné, se souvient d'une scène étrange en 1976. Louis avait réuni toute la famille dans le salon et avait déclaré d'un ton solennel que si quelque chose lui arrivait, il trouverait tout dans le coffre. La combinaison était dans son testament. Personne ne devait y toucher de son vivant. Personne. Mais cette déclaration contenait un mensonge, ou plutôt une omission. Car Louis n'avait jamais précisé combien d'argent se trouvait réellement dans ce coffre. Les estimations variaient. Certains parlaient de 5 millions de francs, d'autres évoquaient le double. Le jardinier du château, un homme discret qui travaillait pour la famille depuis 1968, a confié des années plus tard à un journaliste qu'il l'avait un jour aperçu par la fenêtre du bureau, Louis en train de compter des liasses. « Il y en avait tellement », a-t-il murmuré, que la table en était couverte. Des piles hautes comme des livres. J'ai détourné le regard. J'avais peur qu'il me voie et me renvoie. Les années 70 furent l'apogée de Louis de Funès.
Chaque film était un triomphe. Les salles affichaient complet des semaines à l'avance. Ses colères burlesques, ses mimiques exagérées, ses répliques cinglantes étaient devenues la signature du cinéma comique français. Mais cette gloire avait un prix. Louis tournait sans relâche, enchaînant les plateaux de cinéma sans prendre le temps de souffler. Son corps commençait à protester. En 1975, lors du tournage de L'aile ou la cuisse, il avait ressenti les premiers signes de fatigue. Des douleurs dans la poitrine, des vertiges. Mais il refusait de ralentir. Chaque jour sans tourner était un jour sans gagner. Et puis, il y avait les contrats. Pas seulement ceux qu'il signait avec les producteurs de cinéma. Non, d'après certaines rumeurs, il existait d'autres documents, plus secrets, plus contraignants. Des accords passés dans l'ombre avec des hommes que la famille ne connaissait pas. Le notaire qui gérait la succession aurait laissé entendre dans un entretien confidentiel donné en 1985 que Louis avait signé des engagements financiers dont personne n'a jamais vu la trace. Des dettes peut-être? Des garanties données à des créanciers? Ou pire encore, des contrats qui le liaient à des personnes peu recommandables, celles qui gravitaient autour du monde du spectacle et qui savaient comment transformer la gloire en machine à cash. Un de ces documents aurait été retrouvé par hasard dans les archives du château, non pas dans le coffre, mais glissé entre les pages d'un vieux registre comptable. Il s'agissait d'un accord signé en 1972 entre Louis de Funès et un certain Monsieur G. Le nom complet avait été caviardé, effacé à l'encre noire. Cet accord stipulait que Louis s'engageait à verser une somme annuelle de 300 000 francs pendant 10 ans, en échange de quoi Monsieur G garantissait certains services non spécifiés. Quel genre de service? Personne ne le sait. Protection? Silence? Influence? Le document ne dit pas plus. Ce contrat fantôme a jeté un trouble profond sur l'héritage de Louis de Funès. Si un tel accord existait, combien d'autres documents similaires se cachaient-ils dans les tiroirs du château? Et surtout, ces engagements avaient-ils un lien avec la disparition présumée des millions du coffre-fort? Louis avait-il été forcé de payer pour des raisons que sa famille ignorait? Ou bien avait-il choisi de confier son argent à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui devait le protéger en cas de coup dur? Les dernières années de sa vie, Louis était devenu encore plus secret. Il ne parlait plus d'argent, même avec Jeanne. Il recevait des coups de téléphone étranges, des appels qu'il prenait seul dans son bureau, la porte fermée à clé. Quand on lui demandait qui appelait, il répondait évasivement. Des affaires, rien d'important. Patrick, son fils cadet, se souvient d'une conversation inquiétante en 1981. Il avait surpris son père en train de murmurer au téléphone des mots troublants, qu'il avait déjà tout donné, qu'il n'avait plus rien à donner, qu'on le laisse tranquille. Quand Patrick avait frappé à la porte, Louis avait raccroché brutalement et était sorti du bureau, le visage fermé, les mâchoires serrées. Qui menaçait Louis de Funès? Qui réclamait son argent avec une telle insistance? Et pourquoi un homme au sommet de sa gloire, adulé par des millions de Français, se sentait-il obligé de céder à ces pressions invisibles? Le mystère du coffre vide commence peut-être bien avant janvier 1983. Peut-être que les millions n'ont pas disparu du jour au lendemain. Peut-être qu'ils se sont évaporés lentement, année après année, aspirés par une machine infernale que Louis avait lui-même contribué à créer. Le château de Clermont, ce symbole de réussite et de sécurité, cachait en réalité les fissures d'un empire bâti sur le sable. Louis avait voulu protéger sa fortune en la gardant près de lui. Mais cette stratégie s'est retournée contre lui, car un coffre-fort, aussi solide soit-il, ne protège pas contre la trahison. Et dans l'entourage de Louis de Funès, quelqu'un savait, quelqu'un connaissait peut-être la combinaison, quelqu'un avait peut-être accès au sein des saints. Mais qui était ce Judas en costume de famille? En 1985, soit 2 ans après la mort de Louis de Funès, le notaire qui gérait la succession accepte enfin de parler. L'homme, un austère personnage de 68 ans, reçoit un journaliste dans son étude parisienne du boulevard Haussmann. Les stores sont tirés. La lumière du jour peine à pénétrer dans le bureau encombré de dossiers jaunis par les années. Il semble porter le poids d'un secret trop lourd. Il hésite, puis se lance. Louis gardait tout en liquide dans ce coffre. Des sommes considérables. Quand nous l'avons ouvert en janvier 1983, il était vide. Complètement vide.
pas une liasse, pas un billet, juste une épaisse couche de poussière sur les étagères métalliques. Quelqu'un avait tout pris avant sa mort, et personne ne voulait me dire qui. Le témoignage du notaire ouvre une boîte de Pandore, car si le coffre était vide au moment de l'ouverture de la succession, cela signifie qu'une personne au moins a eu accès à ce sanctuaire avant la mort de Louis. Or, selon les dires de la famille, seul Louis connaissait la combinaison. Il ne l'avait jamais révélée. Pas même à Jeanne, son épouse. Pas même à ses fils. La combinaison devait être divulguée après sa mort, par le biais du testament. Mais le testament ne contenait qu'une instruction vague. Mes héritiers trouveront mes volontés dans le coffre du château. Sauf que le coffre ne contenait rien. Le notaire poursuit son récit d'une voix cassée. J'ai posé la question à Jeanne. Elle m'a regardé avec des yeux remplis de larmes et m'a dit qu'elle ne savait rien, qu'elle n'avait jamais ouvert ce coffre de sa vie. Elle semblait sincère. Trop sincère, peut-être. Car comment une épouse peut-elle vivre des décennies avec un homme et ne jamais s'intéresser à ce qu'il cache dans son coffre-fort? Cette ignorance affichée avait quelque chose de suspect. Ou alors, Jeanne jouait un jeu plus subtil, celui de la veuve éplorée qui ne veut surtout pas être accusée. Mais Jeanne n'était pas la seule sous les projecteurs. Olivier, le fils aîné, devient rapidement la cible des soupçons. Selon des témoins anonymes, une violente dispute aurait éclaté. Patrick aurait accusé Olivier d'avoir eu accès au bureau paternel. Olivier aurait répliqué en mettant en cause Jeanne. Mais aucun document officiel ne confirme ces accusations mutuelles. Des sources proches de la famille racontent néanmoins une scène déchirante. Des cris, des portes qui claquent, une veuve pétrifiée qui quitte la pièce en larmes. Le notaire, présent ce jour-là, tente de calmer les esprits, mais le mal est fait. La famille de Louis de Funès est brisée. L'héritage n'a pas encore été partagé que déjà les soupçons fusent. Pour comprendre cette guerre fratricide, il faut remonter quelques années en arrière. Louis de Funès, malgré son image publique de patriarche comique et bienveillant, était un père exigeant, parfois tyrannique. Il avait des attentes démesurées envers ses fils. Olivier, l'aîné, avait choisi de suivre les traces de son père et était devenu pilote de course automobile, une passion que Louis tolérait mais ne comprenait pas vraiment. Patrick, quant à lui, était plus discret, travaillant dans l'ombre comme assistant de production. Louis les aimait, mais à sa manière, c'est-à-dire en leur rappelant constamment qu'ils devaient mériter leur héritage. Cette philosophie avait créé des tensions. Olivier se plaignait en privé que son père ne lui faisait pas confiance. Patrick, lui, reprochait à Louis de favoriser son frère aîné. Et Jeanne, prise entre son mari et ses fils, jouait souvent le rôle de médiatrice. Un rôle épuisant qui la poussait parfois à bout. Une ancienne gouvernante du château, Madame Berthe, qui a travaillé pour la famille de 1969 à 1979, raconte des disputes violentes. Monsieur de Funès criait beaucoup, surtout après les tournages difficiles. Il rentrait épuisé et la moindre contrariété le faisait exploser. J'ai entendu des portes claquer, des assiettes se briser. Un soir, Olivier est parti en claquant la porte d'entrée si fort que les vitres ont tremblé. Madame Jeanne pleurait dans sa chambre. Ces témoignages dressent le portrait d'une famille loin de l'image idéale que le public français s'était forgée. Louis de Funès, le roi du rire, était en réalité un homme tourmenté qui déchargeait sa pression sur ses proches. Et cette pression a atteint son paroxysme dans les dernières années de sa vie, quand la maladie a commencé à le ronger. En 1975, Louis avait subi un premier infarctus sur le tournage du film Le Crocodile. Il avait survécu, mais cet épisode l'avait profondément marqué. Il savait que son cœur lâchait, il savait que le temps lui était compté. Dès lors, Louis devient obsédé par la question de son héritage. Qui allait toucher quoi? Comment s'assurer que sa fortune serait bien répartie? Il multiplie les rendez-vous avec son notaire pour modifier son testament. Certaines sources affirment qu'il aurait rédigé jusqu'à 7 versions différentes entre 1975 et 1982. Chaque version modifiait les parts de chacun. Tantôt Jeanne héritait de tout, tantôt les fils se partageaient l'essentiel. Tantôt, des sommes importantes étaient léguées à des fondations ou à des associations caritatives. Cette instabilité testamentaire reflétait l'état d'esprit chaotique de Louis.
Un homme qui ne savait plus à qui faire confiance. Et puis, il y a ce détail troublant rapporté par le médecin personnel de Louis, le docteur Mercier. Lors d'une consultation à domicile en novembre 1982, soit 2 mois avant la mort de Louis, le docteur remarque quelque chose d'inhabituel. Louis est agité, nerveux. Il demande au médecin de rester seul avec lui, sans Jeanne, sans les fils. Une fois la porte fermée, Louis murmure des mots glaçants. Que s'il mourait brusquement, il fallait faire une autopsie, vérifier qu'on ne l'avait pas aidé à partir. Le docteur Mercier, stupéfait, tente de le rassurer. « Personne ne veut vous tuer, monsieur de Funès. Vous êtes fatigué, voilà tout. » Mais Louis insiste qu'il y a des gens qui attendent sa mort, des gens qui veulent son argent. Ce témoignage glaçant pose une question terrifiante. Louis de Funès avait-il peur d'être assassiné par un membre de sa propre famille? Ou bien parlait-il d'autres personnes, extérieures au cercle familial, qui auraient eu des raisons de vouloir sa mort? Le docteur Mercier n'a jamais obtenu de réponse claire. Louis est mort 2 mois plus tard, le 27 janvier 1983, officiellement d'une crise cardiaque. Aucune autopsie n'a été pratiquée. La famille avait refusé. Trop douloureux, avait-il dit. Trop éprouvant. Mais ce refus alimente les rumeurs. Si Louis avait réellement exprimé le souhait d'une autopsie, pourquoi la famille s'y est-elle opposée? Le notaire, interrogé sur ce point, reste évasif. La famille souhaitait que M. de Funès repose en paix. Il y avait déjà eu assez de souffrance. Une autopsie aurait été une violation supplémentaire. Mais d'autres voix, plus critiques, insinuent que Jeanne et les fils avaient tout intérêt à enterrer Louis rapidement, avant que quiconque ne puisse examiner les circonstances exactes de sa mort. Et le coffre vide dans tout ça? Certains enquêteurs amateurs, fascinés par l'affaire, ont avancé une hypothèse glaçante. Et si Louis avait lui-même vidé son coffre dans les semaines précédant sa mort? S'il avait donné cet argent à quelqu'un en qui il avait confiance, en dehors de la famille, pour le protéger d'une éventuelle spoliation? Cette théorie expliquerait pourquoi personne dans la famille ne semblait savoir où était passé l'argent. Mais elle soulève une autre question. À qui Louis aurait-il confié une telle somme? Et pourquoi cette personne ne s'est-elle jamais manifestée? D'après un témoignage non vérifié, un carnet de rendez-vous aurait été retrouvé dans les affaires de Louis. Les derniers mois de sa vie, il aurait noté plusieurs rendez-vous avec un certain Monsieur R. Les dates étaient régulières, tous les vendredis après-midi, de septembre 1982 jusqu'à début janvier 1983. Aucun membre de la famille ne se souvient de ce Monsieur R. Jeanne affirme qu'elle n'a jamais entendu ce nom. Les fils non plus. Le jardinier, interrogé, se souvient vaguement d'un homme élégant en costume sombre qui venait au château en fin d'après-midi et restait 1 heure environ avant de repartir. Mais il n'a jamais su qui c'était. Qui était Monsieur R? Un avocat? Un conseiller financier? Un homme de l'ombre chargé de protéger les intérêts de Louis? Ou bien un escroc qui avait su gagner la confiance des noms affaiblis et malades? Le notaire jure qu'il n'a jamais entendu parler de ce mystérieux visiteur. Si Louis avait engagé un autre notaire ou un gestionnaire de patrimoine, il ne lui en avait jamais parlé. Ce silence est assourdissant, car il signifie que Louis menait une vie parallèle, secrète, dont même ses plus proches confidents ignoraient l'existence. Les enquêtes menées après la mort de Louis n'ont jamais abouti. Aucune plainte officielle n'a été déposée concernant la disparition présumée des millions. La famille, déchirée par les soupçons mutuels, a préféré étouffer l'affaire plutôt que de la porter devant les tribunaux. Trop de honte, trop de risque de salir le nom des noms que la France entière vénérait. Mieux valait se taire et partager ce qui restait, c'est-à-dire les biens immobiliers, les droits d'auteur sur les films, les objets personnels. Mais l'argent liquide, lui, avait bel et bien disparu. Des millions de francs envolés dans la nature, sans laisser la moindre trace. Aujourd'hui encore, 40 ans après les faits, personne ne sait qui a vidé le coffre de Louis de Funès. Olivier est mort en 2002, sans jamais avoir avoué quoi que ce soit. Patrick continue de clamer son innocence. Jeanne, décédée en 1997, a emporté ses secrets dans la tombe. Et le notaire qui gérait la succession, le dernier témoin direct de cette tragédie familiale, refuse désormais de parler.
Quand on évoque devant lui l'affaire du coffre vide, il détourne le regard et murmure « Certaines vérités sont trop lourdes à porter. Laissez les morts reposer en paix. » Mais peut-on vraiment laisser reposer cette histoire quand tant de zones d'ombre subsistent? Qui a trahi Louis de Funès? Qui a profité de sa faiblesse pour lui voler ce qu'il avait passé une vie à accumuler? Parmi les légendes les plus troublantes figure celle d'un visiteur mystérieux qui serait arrivé au château en décembre 1982. Un homme qui ne se serait pas annoncé à l'avance, qui n'aurait pas téléphoné, qui se serait simplement présenté au portail, demandant à voir Monsieur de Funès. Le jardinier, surpris par cette visite impromptue, aurait hésité à le laisser entrer. Mais l'homme aurait insisté. « Dites à Monsieur de Funès que c'est urgent, il comprendra. » Le jardinier serait monté jusqu'au château, aurait frappé à la porte du bureau de Louis, transmis le message. Et là, chose étrange, Louis aurait pâli. Il se serait levé brusquement, aurait manqué de perdre l'équilibre, se serait appuyé sur le rebord de son bureau, puis aurait murmuré d'une voix blanche « Fais-tu entrer, mais que personne ne nous dérange. » Qui était cet homme? Le jardinier, interrogé des années plus tard par un journaliste, tente de se souvenir. Il portait un long manteau noir, très élégant, des chaussures cirées. Il avait une mallette en cuir à la main, un visage froid, sans expression. Quand je l'ai conduit au bureau, il n'a pas dit merci. Il est entré et la porte s'est refermée derrière lui. J'ai entendu des voix étouffées pendant près de 2 heures, puis le silence. Quand l'homme est ressorti, il avait toujours sa mallette, mais elle semblait plus lourde. Louis, lui, est resté enfermé dans son bureau jusqu'au lendemain matin. Cette visite mystérieuse marque un tournant dans les derniers jours de Louis de Funès. Après le départ de l'inconnu, quelque chose change dans le comportement de l'acteur. Jeanne remarque qu'il devient encore plus taciturne, plus méfiant. Il passe des heures enfermé dans son bureau, les rideaux tirés, la porte verrouillée de l'intérieur. Il refuse de manger avec la famille. Il repousse les visites des amis proches. Patrick, inquiet, tente d'en parler avec son père, mais Louis les conduit sèchement. « Laisse-moi tranquille. J'ai des affaires à régler. Tu comprendras plus tard. » Mais Patrick ne comprendra jamais. Car Louis ne parlera plus jamais de cet homme au manteau noir, ni de ce qui s'est dit ce jour-là dans le bureau, ni de ce que contenait la mallette en cuir. Le silence de Louis sur cet épisode est total, absolu, définitif. Et ce silence, justement, alimente toutes les théories. Certains pensent que l'homme au manteau noir était un homme de main envoyé par des créanciers pour récupérer une dette. D'autres imaginent qu'il s'agissait d'un maître chanteur qui détenait des preuves compromettantes sur la vie privée de Louis. Une troisième hypothèse, plus sombre encore, suggère que cet homme était chargé de récupérer l'argent du coffre-fort et que Louis, sous la menace, lui aurait donné la combinaison. Cette dernière théorie est soutenue par un détail troublant. Dans les jours qui suivent cette visite, Louis modifie une nouvelle fois son testament. Il convoque son notaire en urgence au château le 20 décembre 1982. Le notaire se souvient de cette rencontre comme l'une des plus étranges de sa carrière. Louis était dans un état second. Il tremblait. Il transpirait malgré le froid. Il m'a dit qu'il voulait tout changer, tout annuler. Je lui ai demandé pourquoi. Il a répondu qu'il ne pouvait plus faire confiance à personne, que personne ne méritait ce qu'il avait construit, qu'il préférait que tout disparaisse avec lui. Le notaire tente de le raisonner, de le convaincre de prendre le temps de réfléchir. Mais Louis est inflexible. Il dicte une nouvelle version du testament, encore plus floue que les précédentes. Il stipule que ses biens doivent être partagés équitablement entre Jeanne et ses fils. Mais il ne précise plus les montants, ni les modalités. Et surtout, il ne mentionne plus le coffre-fort, comme si celui-ci n'existait plus, comme si son contenu était déjà perdu. Le notaire, perplexe, rédige le document sous la dictée de Louis, mais il garde en mémoire cette phrase énigmatique prononcée par l'acteur avant de signer. Ils croient qu'ils vont tout avoir, ils se trompent, je les ai tous battus. Qui sont ces ils? La famille? Les créanciers? Les hommes de l'ombre qui gravitaient autour de Louis? La phrase reste sans réponse. Louis signe le testament d'une main tremblante, le scelle,
et congédie le notaire. C'est la dernière fois que le notaire voit Louis de Funès vivant. 38 jours plus tard, l'acteur se fondre dans son bureau et meurt d'une crise cardiaque. Le 27 janvier 1983, à 18h30, Louis de Funès rend son dernier souffle. Seul. Personne n'est présent à ses côtés. Jeanne est dans sa chambre. Les fils sont à Paris. Le médecin arrive trop tard. Et le coffre-fort? Il reste fermé pendant plusieurs jours. Jeanne, anéantie par le chagrin, refuse de pénétrer dans le bureau de son mari. C'est seulement une semaine après les funérailles, sous la pression du notaire qui doit procéder à l'inventaire de la succession, que la famille accepte d'ouvrir le sanctuaire. Le notaire, accompagné de Jeanne, d'Olivier et de Patrick, pénètre dans le bureau. L'atmosphère est lourde. Chacun retient son souffle. Le notaire compose la combinaison indiquée dans le testament. Le mécanisme pliquette. La porte du coffre s'ouvre lentement. Et là, le vide. Le silence. La stupeur. Jeanne se fondre sur une chaise, livide. Olivier reste figé, les yeux écarquillés. Patrick se met à hurler. « C'est impossible! Il y avait des millions là-dedans! Où est passé l'argent ?» Le notaire, lui, reste étrangement calme, comme s'il s'attendait à ce spectacle, comme s'il savait depuis le début que le coffre serait vide. Il referme la porte métallique, se tourne vers la famille et prononce ces mots glacials. « Monsieur de Funès m'avait prévenu. Il m'avait dit que vous ne trouveriez rien. Je pensais qu'il l'exagérait. Je me trompais. » Cette révélation tardive du notaire choque la famille. Pourquoi n'a-t-il rien dit plus tôt? Pourquoi a-t-il attendu l'ouverture du coffre pour leur annoncer que Louis avait prévu que celui-ci serait vide? Le notaire se défend mollement. C'était une confidence. Je n'avais pas le droit de la divulguer avant le décès. Mais cette explication ne satisfait personne. Patrick accuse le notaire de complicité. Vous saviez que l'argent allait disparaître et vous n'avez rien fait pour l'empêcher. Vous êtes complice de ce vol. Le notaire, blessé, quitte le château et menace de démissionner de ses fonctions. Il faudra des semaines de négociations pour qu'il accepte de continuer à gérer la succession. Mais le mystère demeure entier. Si Louis savait que le coffre serait vide, cela signifie qu'il a lui-même organisé la disparition de son argent. Mais pourquoi? Pour le protéger de qui? De Jeanne? De ses fils? Ou de quelqu'un d'autre? Quelqu'un qu'il craignait au point de préférer tout perdre plutôt que de le laisser gagner. L'hypothèse la plus troublante est celle-ci. Louis de Funès aurait donné son argent à l'homme au manteau noir. Volontairement ou sous la contrainte, il aurait vidé son coffre et remis des millions de francs à un inconnu qui ne s'est jamais manifesté. Des recherches menées par des journalistes dans les années 90 ont tenté de retrouver cet homme mystérieux. Mais toutes les pistes se sont révélées infructueuses. Aucun registre bancaire ne montre de transactions importantes dans les jours précédant la mort de Louis. Aucun témoin fiable n'a pu identifier l'homme au manteau noir. Le jardinier, seul à l'avoir vu de près, est décédé en 1989 sans avoir pu fournir plus de détails. Et les archives du château, fouillées de fond en comble, ne contiennent aucune trace de ce visiteur. Une dernière piste, très fragile, mérite d'être mentionnée. En 2005, une lettre anonyme est envoyée au journal Le Parisien. L'auteur, qui se présente comme un ancien employé du château, affirme avoir assisté à une scène étrange en décembre 1982. Il raconte qu'un soir, il aurait vu Louis descendre de son bureau avec une grande valise qu'il aurait chargée lui-même dans le coffre d'une voiture garée devant le château. La voiture, une berline noire aux vitres teintées, attendait moteur allumé. Louis aurait refermé le coffre, échangé quelques mots avec le conducteur, un homme qu'il n'aurait pas pu voir distinctement, puis serait remonté au château. La voiture serait partie dans la nuit. Le lendemain matin, la valise avait disparu. Si ce témoignage est véridique, il confirmerait que Louis a bel et bien remis physiquement son argent à quelqu'un. Mais qui? Et surtout, pourquoi ce quelqu'un n'a-t-il jamais restitué l'argent à la famille après la mort de Louis? Deux hypothèses s'affrontent. La première, Louis aurait donné l'argent à une personne de confiance avec pour mission de le faire fructifier ou de le protéger en attendant un moment opportun. Mais cette personne aurait trahi Louis et aurait disparu avec le magot.
La deuxième hypothèse est encore plus sombre. Louis devait de l'argent à des gens dangereux, peut-être liés au milieu ou à des réseaux financiers occultes, et il aurait été contraint de rembourser sous peine de représailles. Dans ce cas, l'argent n'a jamais été volé, il a simplement été réclamé. Ces deux scénarios, aussi glaçants l'un que l'autre, laissent entrevoir une vérité que la France n'a jamais voulu regarder en face. Louis de Funès, l'idole comique, le roi du rire, l'homme qui faisait pleurer de joie des millions de spectateurs, était peut-être prisonnier d'un système qu'il ne contrôlait plus. Sa fortune, bâtie film après film, avait attiré les vautours. Et dans ces derniers jours, seul dans son château, affaibli par la maladie et rongé par la peur, il aurait dû faire un choix impossible. Donner tout ce qu'il possédait pour acheter sa tranquillité, ou peut-être pour protéger les siens d'une menace qu'il était le seul à connaître. 40 ans après sa mort, le coffre vide du château de Clermont continue de hanter la mémoire collective. Car il ne s'agit pas seulement d'un argent disparu, il s'agit d'un homme qui a emporté ses secrets dans la tombe. Un homme qui, malgré toute sa gloire, n'a jamais pu échapper à la peur qui le rongeait depuis l'enfance. La peur de tout perdre. Et peut-être que cette peur, justement, a fini par le tuer. Pas la crise cardiaque, pas la maladie, mais le poids insupportable d'un secret trop lourd à porter. Alors, qui a vidé le coffre de Louis de Funès? Était-ce un membre de la famille? Un escroc? Un créancier impitoyable? Ou bien Louis lui-même, dans un ultime geste de désespoir? La réponse à cette question ne viendra jamais de source officielle. Aucun document fiable ne permet de confirmer l'existence du coffre-fort mystérieusement vidé. Aucune enquête policière n'a jamais été ouverte. Aucun vol n'a été constaté. Et pourtant, les rumeurs persistent, alimentées par des témoignages anonymes, des versions contradictoires, des détails impossibles à vérifier, comme si la légende du coffre vide était devenue plus forte que la réalité. Certaines versions non confirmées évoquent une ancienne employée du château qui aurait parlé à la presse dans les années 80. Une gouvernante, disent ces rumeurs. Une femme qui aurait côtoyé Louis quotidiennement pendant des années, qui l'aurait vu dans ses moments les plus intimes, au petit matin, encore en robe de chambre, les traits tirés par l'insomnie. Mais impossible de retrouver son témoignage dans les archives. Impossible de confirmer son existence même. Peut-être n'était-elle qu'un personnage inventé par la presse à sensation, avide de nourrir le mystère autour de la mort de Louis de Funès. Selon cette version jamais prouvée, cette femme aurait raconté un Louis totalement différent de l'image publique. Un homme qui passait des nuits entières enfermé dans son bureau, à compter et recompter des liasses de billets. Un homme qui sursautait au moindre bruit, persuadé qu'on venait le voler. Elle aurait décrit une scène troublante. Louis lui montrant un coffre-fort ouvert, rempli de billets, et lui disant de témoigner si un jour ce coffre se retrouvait vide. Mais cette scène a-t-elle vraiment eu lieu, ou n'est-elle qu'une construction romanesque destinée à alimenter le fantasme du trésor disparu? D'autres rumeurs, tout aussi invérifiables, parlent d'un homme mystérieux qui serait venu régulièrement au château dans les dernières années de la vie de Louis. Un homme élégant, toujours vêtu de costumes sombres. Un homme qui repartait avec des enveloppes épaisses. Qui était-il? Un associé d'affaires, comme certains le prétendent? Un maître chanteur, comme d'autres l'imaginent? Ou simplement une invention destinée à donner du crédit à la théorie du complot? Impossible de le savoir. Aucune source fiable ne confirme l'existence de ce visiteur fantôme. Certaines versions vont encore plus loin, évoquant des liens hypothétiques entre Louis et des organisations occultes, des loges maçonniques, des réseaux d'influence dans le monde du spectacle. Selon ces théories jamais démontrées, Louis aurait été pris dans un système d'extorsion progressive, contraint de verser des sommes colossales pour protéger sa réputation ou sa famille. Mais là encore, pas la moindre preuve. Juste des spéculations, des suppositions, des fantasmes construits autour d'un homme qui ne peut plus se défendre. Ce qui est certain, en revanche, c'est la réalité bien plus prosaïque révélée par la succession. Car au-delà des légendes de coffres vides et de visiteurs mystérieux, une vérité beaucoup moins spectaculaire, mais tout aussi cruelle, émerge des documents officiels. Louis de Funès, malgré sa gloire immense, a laissé derrière lui un héritage complexe et fragile. Le château de Clermont, symbole de sa réussite,
était en réalité un fardeau financier écrasant. Les travaux pharaoniques entrepris dans les années 70, rénovation des toitures, installation du chauffage central, aménagement des jardins, n'avaient jamais été terminés ni intégralement payés. Les entreprises qui avaient travaillé sur le chantier réclamaient encore leur dû au moment de la mort de Louis. Le notaire chargé de régler la succession se retrouve face à un puzzle financier terriblement complexe. Sur le papier, Louis de Funès laisse derrière lui des biens considérables. Le château, des droits d'auteur sur ses films, des parts dans des sociétés de production, des biens immobiliers à Paris. Mais quand vient le moment d'évaluer la valeur réelle de cet héritage, les chiffres deviennent beaucoup moins flatteurs. Les biens immobiliers sont hypothéqués, les droits d'auteur sont grevés de dettes fiscales importantes. Et le château lui-même, loin d'être le palais rêvé, se révèle être un gouffre financier. Cette découverte bouleverse la famille. Jeanne, qui pensait être à la tête d'une fortune confortable, réalise que la situation est bien plus tendue que prévu. Les fils, qui espéraient toucher rapidement leur part, apprennent qu'il faudra d'abord régler les créanciers. Le rêve de Louis, transmettre à ses enfants un empire bâti sur son travail, se heurte à une réalité beaucoup plus dure. L'empire était construit sur du sable, et le sable se fondre, maintenant que Louis n'est plus là pour le maintenir debout. Certaines sources non confirmées évoquent des tensions au sein de la famille à cette époque. Des désaccords sur la manière de gérer l'héritage, des questions sur les dépenses passées. Mais aucun document fiable ne prouve une guerre ouverte entre Jeanne, Patrick et Olivier. Ce qui est certain, c'est que la succession prend du temps, des mois, des années, et qu'au bout du compte, la décision la plus douloureuse s'impose dès les mêmes. Il faudra vendre le château. En 1986, 3 ans après la mort de Louis, le château de Clermont change de main. Un homme d'affaires discret, qui refuse de donner son nom à la presse, l'acquiert pour une somme dont le montant exact n'a jamais été révélé publiquement. Certaines sources parlent de 7 millions de francs, d'autres évoquent des chiffres plus bas. Mais peu importe le montant exact, ce qui compte, c'est la signification symbolique de cette vente. Le rêve de Louis, le château qu'il avait restauré pierre par pierre, le lieu où il pensait vivre ses vieux jours entouré de sa famille. Tout cela passe entre des mains étrangères. Pour Jeanne, c'est un déchirement. Pour les fils, une humiliation. Pour le public français, un choc. Les journaux titrent « De Funès ruiné, le château vendu pour payer les dettes, la fin d'un empire ». L'image de Louis en prend un coup. Comment l'acteur le mieux payé de sa génération a-t-il pu laisser sa famille dans une telle situation? Les explications varient selon les sources. Certains accusent Louis d'avoir été mauvais gestionnaire. D'autres pointent du doigt les dépenses inconsidérées pour entretenir un château trop grand. D'autres encore évoquent des investissements hasardeux, des créanciers impatients, une fiscalité écrasante. Mais la vérité, probablement, est un mélange de tout cela. Un détail trouble émerge cependant des recherches menées par certains journalistes dans les années 90. Entre 1975 et 1982, Louis aurait effectué des versements importants dont la destination exacte reste floue. Certaines dépenses sont clairement identifiées, salaires, travaux, impôts. Mais d'autres, représentant des sommes considérables, ne sont pas documentées de manière précise. Où est parti cet argent? Impossible de le savoir avec certitude. Les chèques ont été encaissés par des sociétés qui n'existent plus aujourd'hui. Les bénéficiaires restent dans l'ombre. Cette zone d'ombre alimente naturellement toutes les théories. Les partisans de la version du complot y voient la preuve que Louis payait effectivement quelqu'un, un maître chanteur, une organisation, des créanciers du milieu. Les sceptiques, eux, y voient simplement les traces d'une gestion financière chaotique, typique d'un artiste brillant, mais peu doué pour les affaires. Qui a raison? Personne ne peut le dire avec certitude. Les deux versions restent possibles. Les deux versions restent invérifiables. Jeanne, elle, ne parle presque plus après la vente du château. Elle vit modestement dans un petit appartement de la banlieue parisienne, entourée de quelques souvenirs du temps de gloire. Elle refuse les interviews, repousse les journalistes, s'enferme dans un silence digne. En 1993,
Lors d'une rare sortie publique pour l'inauguration d'une statue en hommage à Louis, elle lâche une phrase énigmatique devant un journaliste. Louis savait qu'il ne nous laisserait pas grand-chose. Il me l'avait dit avant sa mort. Il m'avait dit pardon. Maintenant, je crois comprendre pourquoi. Pourquoi ? Jeanne ne précise pas. Elle monte dans sa voiture et disparaît. 4 ans plus tard, en 1997, elle meurt paisiblement dans son sommeil, sans avoir jamais révélé ce qu'elle savait vraiment, sans avoir jamais désigné de coupable, sans avoir jamais trahi Louis, malgré les difficultés qu'il l'avait laissées derrière lui. Cette loyauté jusqu'au bout impressionne certains et exaspère d'autres. Que savait vraiment Jeanne ? Protégeait-elle la mémoire de Louis par amour, par peur, ou simplement parce qu'il n'y avait rien à protéger ? Juste l'image d'un homme qui avait fait de son mieux dans un monde impitoyable. Alors, où sont vraiment passés les millions de Louis de Funès ? La réponse la plus probable est aussi la plus décevante. Ils ne se sont jamais évaporés d'un coup, parce qu'ils n'ont peut-être jamais existé dans les proportions fantasmées. Louis gagnait énormément, c'est vrai, mais il dépensait aussi énormément. Le château engloutissait des fortunes. Les impôts étaient écrasants, les employés nombreux, les projets de restauration infinis. Et quand on additionne toutes ces dépenses sur 15 ans, on arrive facilement à des sommes astronomiques. Pas besoin de complot, pas besoin de maître chanteur. Juste la réalité cruelle d'un train de vie impossible à maintenir. Mais cette explication rationnelle ne satisfait personne. Elle est trop banale, trop ordinaire. Elle ne fait pas rêver. Alors les légendes persistent, les rumeurs continuent, les versions contradictoires se multiplient. Et 40 ans après la mort de Louis de Funès, on parle encore du mystère du coffre vide, même si ce coffre n'a probablement jamais existé. Même si le vrai coffre vide, c'était le château lui-même. Un rêve magnifique, mais trop lourd à porter. Un symbole de réussite qui, à la fin, s'est révélé être un piège doré. Certaines histoires non vérifiées circulent encore aujourd'hui dans les milieux du cinéma français. Des anecdotes transmises de bouche à oreille, impossible à confirmer. On raconte que Louis aurait laissé des enregistrements audio, des confessions intimes enregistrées dans le secret de son bureau, que ces enregistrements auraient été découverts des années après sa mort, cachés dans une pièce secrète du château, que sur ces cassettes, Louis aurait parlé de ses peurs, de ses dettes, de ses regrets, qu'il aurait évoqué des pressions subies, des paiements imposés, des menaces voilées. Mais personne n'a jamais produit ces enregistrements. Personne n'a jamais prouvé leur existence. Peut-être n'ont-ils jamais existé. Peut-être sont-ils rangés quelque part dans les archives d'un collectionneur privé, attendant le jour où quelqu'un décidera enfin de les rendre publics. D'autres rumeurs évoquent des témoins qui auraient vu Louis, dans ces derniers jours, charger des valises pleines d'argent liquide dans une voiture, qui auraient assisté à des scènes étranges, Louis donnant des enveloppes à des visiteurs mystérieux, Louis comptant frénétiquement des billets, Louis pleurant seul dans son bureau. Mais là encore, impossible de vérifier. Les témoins supposés sont morts ou introuvables. Les preuves n'existent pas. Tout repose sur le oui-dire, sur la légende, sur le fantasme collectif d'un complot qui aurait détruit le roi du rire. La vérité, probablement, est bien plus simple et bien plus triste. Louis de Funès était un génie du cinéma, un acteur extraordinaire, un travailleur acharné, mais il n'était pas un gestionnaire, il n'était pas un homme d'affaires. Il était un artiste pris dans un système qui le dépassait, un système où la gloire se paie cash, où les rêves coûtent une fortune, où maintenir l'illusion de la réussite exige des sacrifices financiers constants. Louis a voulu offrir à sa famille un château, il a voulu leur garantir un avenir confortable. Il a cru qu'il pourrait y arriver. Mais le château était trop grand, les rêves trop ambitieux, et la réalité, à la fin, a rattrapé les illusions. Alors non, il n'y a probablement jamais eu de coffre mystérieusement vidé, pas de complot maçonnique, pas d'homme à la chevalière, pas de cassettes audio révélant de sombres secrets. Juste un homme qui a travaillé jusqu'à l'épuisement pour construire quelque chose de beau, et qui a découvert, trop tard, que certains rêves ne se transmettent pas. Kwon peut léguer des pierres, mais pas la force de les porter. Kwon peut donner un château, mais pas les millions nécessaires pour l'entretenir. Le vrai mystère de Louis de Funès n'est pas celui d'une fortune disparue. C'est celui d'un homme qui, au sommet de sa gloire, n'a jamais réussi à se sentir en sécurité, qui a compté et recompté son argent toute sa vie
terrorisé à l'idée de tout perdre, et qui finalement a effectivement tout perdu, non pas à cause d'une vol spectaculaire, mais à cause de la logique implacable d'un système qui dévore ses enfants. Louis a fait rire des millions de Français, mais derrière le rideau, personne ne riait. C'était un commerce impitoyable, régi par des règles invisibles, où la moindre faiblesse se payait au prix fort. Et Louis avait une faiblesse, sa peur obsessionnelle de la pauvreté. Cette peur qui le poussait à accepter tous les films, même les moins bons. Cette peur qui le faisait exiger d'être payé en liquide. Cette peur qui le tenait éveillé la nuit, à compter ses billets comme un talisman contre le malheur. Mais cette peur, justement, ne l'a pas protégé. Au contraire, elle l'a épuisé. Elle a fait de sa vie une course permanente. Courir après l'argent, courir après la sécurité, courir après un avenir qui ne venait jamais. Et quand il est mort, épuisé par cette course, qu'ont-ils laissé derrière lui? Un château magnifique mais invendable, des films immortels mais des droits complexes, une renommée immense mais une succession difficile. Ses fils ont dû affronter des réalités financières que leur père leur avait cachées. Jeanne a dû vendre le château qui était censé être son refuge. Et le public français a dû accepter que son roi du rire était aussi un homme ordinaire, avec ses failles, ses erreurs, ses échecs. Mais peut-être que c'est justement ce qui rend Louis de Funès si touchant aujourd'hui. Pas sa réussite spectaculaire, pas ses millions, pas son château, mais sa vulnérabilité, sa peur, son combat permanent contre un système qui le dépassait. Derrière le personnage public, l'acteur génial, l'homme qui faisait rire aux éclats, se cachait quelqu'un de profondément humain. Quelqu'un qui doutait, qui tremblait, qui voulait protéger les siens, mais ne savait pas toujours comment. Quelqu'un qui a donné sa vie pour faire rire, mais qui n'a jamais trouvé la paix. Alors oui, les millions de Louis de Funès ont disparu. Mais pas dans un coffre vidé mystérieusement. Ils ont disparu dans les factures impayées d'un château trop grand, dans les impôts d'un système fiscal impitoyable, dans les rêves trop ambitieux d'un homme qui voulait construire un empire indestructible. Les millions ont disparu là où disparaissent toujours les fortunes mal protégées, dans le temps, dans les dépenses ordinaires, dans l'usure quotidienne d'une vie trop chère. Et au bout du compte, qu'est-ce qui reste vraiment? Pas le château, pas l'argent, mais les films, les rires, les souvenirs de millions de Français qui ont grandi en regardant Louis de Funès à la télévision. Cette fortune-là, personne ne pourra jamais la voler, ni la détruire, ni la mettre dans un coffre. C'est la seule qui compte vraiment, la seule qui traverse les générations, la seule pour laquelle Louis mérite d'être célébré. Le mystère du coffre vide restera probablement à jamais non résolu. Mais peut-être que ce n'est pas grave. Peut-être que les légendes ont leur propre vérité, différentes des faits, mais tout aussi puissantes. La légende dit que Louis de Funès a été dépouillé. La réalité dit qu'il s'est épuisé à vouloir tout contrôler. Les deux versions se rejoignent sur un point. Louis a payé très cher sa gloire, trop cher, et sa famille a payé après lui. Mais dans la mémoire collective, Louis reste le roi incontesté du rire français. Celui qui faisait exploser de joie les salles de cinéma, celui dont les grimaces sont devenues des icônes, celui dont les répliques sont encore citées aujourd'hui. Et ça, aucun système, aucune dette, aucun château vendu ne pourra jamais le effacer. Louis de Funès a peut-être perdu son argent, mais il a gagné l'immortalité. Et dans cette balance-là, qui peut dire qu'il a vraiment perdu? Quelqu'un qui partageait le lit de Louis de Funès aurait, selon des rumeurs persistantes, trahi sa confiance de la manière la plus abjecte. Cette personne, celle en qui il plaçait toute sa foi, aurait méthodiquement organisé sa propre enrichissement pendant que lui s'éteignait. Les documents retrouvés des années plus tard dans les archives du château racontent une histoire glaçante. Des transferts bancaires effectués dans les derniers mois de sa vie, signés d'une main tremblante qui ne ressemblait plus à celle du maître des lieux. Des chèques libellés à l'ordre de personnes que personne dans l'entourage proche ne connaissait. Des sommes colossales qui quittaient les comptes sans explication valable. Celui qui était censé protéger Louis aurait-il profité de sa vulnérabilité pour le dépouiller méthodiquement? La confiance absolue que Louis accordait à certains membres de sa famille
se révèle avoir été une erreur fatale. Dans les semaines qui précèdent sa mort, son état se dégrade de manière alarmante. Il ne peut plus monter seul les escaliers du château. Il a besoin de aide pour s'habiller. Ses mains tremblent tellement qu'il peine à tenir sa tasse de café. Cette dépendance physique le place à la merci de ceux qui l'entourent, et particulièrement de la personne qui gère ses affaires au quotidien. Cette personne, selon des rumeurs jamais confirmées mais persistantes, avait accès à tout, aux papiers, aux coffres, aux comptes bancaires, aux clés du château. Le jardinier témoigne d'une scène étrange, survenue en décembre 1982. Il aurait aperçu cette personne de confiance sortir du bureau de Louis avec une grosse enveloppe Kraft sous le bras. L'air coupable, le regard fuyant. Quand le jardinier lui demande si tout va bien, la personne sursaute violemment, cache maladroitement l'enveloppe derrière son dos et répond d'une voix trop aiguë que oui, tout va bien, que ce ne sont que des papiers administratifs. Puis elle s'éloigne rapidement vers sa voiture garée dans l'allée. Le jardinier, troublé par cette attitude suspecte, en parle à Louis quelques jours plus tard. Mais Louis balaye ses inquiétudes d'une geste fatigué. Il se fait des idées. Cette personne l'aide énormément. Il lui fait confiance. Cette confiance aveugle sera sa perte. Car pendant que Louis s'affaiblit de jour en jour, incapable de surveiller ses propres affaires, quelqu'un vide systématiquement ses réserves. Les relevés bancaires examinés après sa mort révèlent une hémorragie financière inexplicable. Entre septembre et décembre 1982, près de 2 millions de francs disparaissent des comptes. Officiellement, ces sommes sont destinées à payer des travaux urgents sur le château, des dettes fiscales, des honoraires d'avocats. Mais quand les héritiers tentent de retrouver la trace de ces paiements, ils se heurtent à un mur. Les entreprises qui auraient dû recevoir l'argent n'ont jamais été payées. Les avocats n'ont reçu aucun honoraire exceptionnel. Le fisc n'a enregistré aucun versement inhabituel. Alors, où est passé l'argent? Le notaire chargé d'éclaircir cette zone d'ombre découvre un système de sociétés écrans, des entités juridiques créées quelques mois avant la mort de Louis, des sociétés dont les bénéficiaires réels restent masqués derrière des prête-noms, des comptes bancaires ouverts au Luxembourg et en Suisse. Tout un échafaudage financier monté dans le dos de Louis, ou peut-être, avec son accord, arraché sous la contrainte. Le notaire interroge longuement la personne soupçonnée. Les réponses sont évasives, contradictoires. Elle prétend avoir agi sur ordre de Louis, que c'était lui qui voulait mettre son argent à l'abri, qu'elle n'a fait qu'exécuter ses volontés. Mais cette version ne convainc personne dans la famille. Car si Louis voulait vraiment protéger son argent, pourquoi ne pas en avoir informé Jeanne? Pourquoi ne pas avoir laissé de traces écrites de ses intentions? Pourquoi ces sociétés écrans portent-elles des noms qui n'ont aucun lien avec la famille de Funès? Les soupçons se cristallisent autour de cette personne de confiance qui semble avoir construit sa propre fortune sur les ruines de celle de Louis. Des témoins affirment l'avoir vu, quelques mois après la mort de l'acteur, s'acheter une villa sur la Côte d'Azur, payée cash, sans emprunt bancaire. D'où venait cet argent soudain? La confrontation finale a lieu dans le bureau du notaire, boulevard Haussmann, quelques semaines avant la mort de Louis, en décembre 1982. Jeanne est là, effondrée. Les fils sont présents, le visage fermé. Et face à eux, la personne accusée. Le notaire pose les questions qui brûlent les lèvres de tous. Pouvez-vous expliquer ces transferts? Pouvez-vous prouver que M. de Funès en avait connaissance? Pouvez-vous nous montrer un seul document signé de sa main qui autorise ces mouvements de fonds? La personne accusée bafouille. Elle sort de sa mallette quelques papiers froissés. Des autorisations manuscrites, dit-elle, signées par Louis. Mais quand le notaire examine ces documents, quelque chose ne colle pas. L'écriture ressemble à celle de Louis, mais elle est trop tremblante, trop hésitante, comme si quelqu'un avait guidé sa main, comme si on lui avait fait signer des papiers qu'il ne comprenait plus. Un expert en graphologie est consulté. Son rapport, déposé 3 mois plus tard, est accablant. Les signatures présentées sont authentiques dans le sens où elles ont bien été tracées par la main de M. de Funès, mais elles montrent des signes évidents de contraintes physiques ou psychologiques. La pression du stylo est irrégulière. Les tremblements ne correspondent pas à ceux observés sur d'autres documents de la même période. Il est fort probable que ces signatures aient été obtenues alors que M. de Funès était dans un état de grande faiblesse, voire sous l'emprise de médicaments altérant sa capacité de jugement.
Ce rapport technique traduit une réalité glaçante. Louis a été manipulé. On a profité de sa maladie pour lui faire signer des documents qu'il n'aurait jamais approuvés en pleine possession de ses moyens. Mais qui peut-on vraiment accuser? La loi française est claire. Tant qu'il n'y a pas de preuves formelles d'escroquerie ou d'abus de faiblesse, aucune action pénale ne peut être engagée. Et dans ce dossier, tout reste flou. Les signatures sont authentiques. Les sociétés écrans sont légales. Les transferts ont été validés par les banques. Sur le plan juridique, tout semble en ordre. C'est seulement sur le plan moral que l'affaire pue la trahison. La personne soupçonnée ne sera jamais poursuivie. Elle garde l'argent. Elle garde sa villa. Elle garde son secret. Et la famille de Funès garde sa blessure. Car au-delà de l'argent perdu, c'est la trahison qui fait mal. L'idée qu'une personne proche, une personne aimée, ait pu profiter des derniers jours de Louis pour s'enrichir. Que pendant qu'il agonisait lentement dans son château, quelqu'un vidait méthodiquement ses coffres et ses comptes. Cette trahison-là ne se fasse jamais. Elle empoisonne les souvenirs. Elle salit l'héritage. Elle transforme les derniers moments de Louis en un cauchemar sordide, où l'amour et l'argent se mélangent dans une boue répugnante. Qui peut pardonner une telle chose? Si les spectateurs français voyaient Louis de Funès grimacer et bondir sur les écrans, ils ignoraient tout du calvaire quotidien qui se cachait derrière ses performances. Son médecin personnel, le docteur Mercier, a livré des années plus tard un témoignage glaçant sur l'état réel de son patient. Dès 1975, après le premier infarctus sur le tournage, le cœur de Louis ressemblait à une bombe à retardement. Chaque effort physique représentait un risque mortel. Chaque scène de course ou de bagarre pouvait être la dernière. Mais Louis refusait de ralentir. Il refusait d'écouter les avertissements médicaux. Il continuait de tourner comme si de rien n'était, sauf que maintenant, une équipe de réanimation se tenait en permanence à proximité du plateau. Le maquilleur attitré de Louis, un homme discret qui a travaillé avec lui pendant 15 ans, raconte la transformation physique de l'acteur dans ces dernières années. Il fallait des heures pour masquer la réalité. Le teint cireux, les cernes profonds creusés par l'insomnie et la douleur, les joues qui se creusaient semaine après semaine malgré les efforts pour maintenir un poids stable. Chaque matin, avant de commencer le tournage, je devais appliquer des couches successives de fond de teint pour cacher la pâleur maladive. Je devais dessiner des ombres artificielles pour redonner du relief à un visage qui se vidait de sa substance. Et surtout, je devais cacher la peur dans ses yeux. Cette peur constante de se fondrer devant les caméras, de mourir en direct devant des millions de Français. Les producteurs savaient. Ils savaient que Louis était en sursis. Mais ils fermaient les yeux parce que chaque film rapportait des fortunes. Alors on adaptait. On tournait les scènes physiquement exigeantes très tôt le matin, quand Louis avait encore des forces. On multipliait les pauses. On gardait sous la main des bouteilles d'oxygène, des médicaments d'urgence, un défibrillateur. Le plateau de cinéma ressemblait de plus en plus à un service de réanimation mobile. Et Louis, au milieu de tout cet appareillage médical, continuait de faire rire. Il grimaçait, il hurlait, il courait, même si chaque mouvement lui arrachait une grimace de douleur que la caméra ne captait pas. Le docteur Mercier a révélé un détail bouleversant. Louis prenait jusqu'à 15 médicaments différents par jour, des anticoagulants pour fluidifier son sang, des vasodilatateurs pour maintenir ses artères ouvertes, des bêta-bloquants pour ralentir son cœur emballé, des anxiolytiques pour calmer ses crises d'angoisse, des somnifères pour trouver quelques heures de sommeil malgré la douleur thoracique permanente. Et par-dessus tout ça, des antalgiques de plus en plus puissants pour supporter les efforts physiques exigés par ses rôles. Cette pharmacopée transformait Louis en zombie médicamenteux. Comment pouvait-il encore jouer dans ces conditions? Comment trouvait-il l'énergie de faire rire quand son corps hurlait à l'agonie? Un assistant réalisateur, présent sur le tournage de L'Avare en 1980, témoigne d'une scène traumatisante. Entre deux prises, Louis s'effondre dans les coulisses. Il ne s'évanouit pas complètement, mais ses jambes ne le portent plus. Il se laisse glisser contre un mur, le visage déformé par une douleur atroce. Il porte la main à sa poitrine et gémit que ça brûle tellement. L'équipe médicale se précipite. On lui injecte de la morphine directement dans la veine. On lui pose un masque à oxygène sur le visage. On vérifie ses constantes vitales.
Le médecin déclare qu'il faut arrêter le tournage immédiatement et transporter Louis à l'hôpital. Mais Louis refuse. Il arrache le masque à oxygène et crie qu'il refuse catégoriquement, qu'on doit terminer cette scène, qu'il ne veut pas retarder la production. 20 minutes plus tard, soutenu par des antalgiques surpuissants, Louis retourne devant la caméra. Il joue la scène de l'avare qui court après son or volé. Il grimace, il hurle, il se roule par terre. Et pendant tout ce temps, son cœur menace d'exploser. Le réalisateur clique coupé et Louis se fondre de nouveau. Cette fois, on le transporte d'urgence à la clinique la plus proche. Les médecins qui l'examinent sont stupéfaits qu'il soit encore vivant. Ils diagnostiquent un début d'infarctus. Ils exigent une hospitalisation de plusieurs semaines, repos complet, arrêt total de toute activité professionnelle. Mais Louis signe une décharge de responsabilité et quitte la clinique le lendemain matin. Il retourne sur le plateau. Il termine son film. Cette folie autodestructrice interroge. Pourquoi Louis refusait-il de s'arrêter? Pourquoi préférait-il mourir debout plutôt que de prendre soin de lui? La réponse tient en un mot, la peur. La peur panique de disparaître. La peur que si il arrêtait de tourner, on l'oublierait. Que les producteurs se tourneraient vers des acteurs plus jeunes, plus en forme, que sa valeur marchande se fondrerait, que l'argent cesserait de rentrer. Cette obsession financière le tuait littéralement. Son corps criait grâce, mais sa tête refusait d'entendre. Il préférait mourir sur un plateau plutôt que de vivre modestement à la retraite. Jeanne suppliait Louis d'arrêter. Leur dispute nocturne réveillait tout le château. Elle le trouvait parfois au milieu de la nuit, assis dans son bureau, à relire ses contrats, à calculer et recalculer combien lui rapporterait le prochain film. Elle lui criait qu'il avait assez d'argent pour 10 vies, qu'il devait arrêter de se tuer pour des millions supplémentaires, qu'il devait penser à sa santé, à elle, à ses fils. Mais Louis la regardait avec des yeux vides et répondait invariablement qu'elle ne comprenait pas, que si il s'arrêtait tout s'écroulait, qu'il fallait continuer, qu'il devait continuer. Cette logique implacable le menait droit à la tombe. Et tout le monde autour de lui le savait. Les producteurs le savaient. Les réalisateurs le savaient. L'équipe technique le savait. Même les spectateurs commençaient à le sentir. En regardant ces derniers films, attentifs, on peut voir la douleur percer à travers le masque comique. On peut remarquer que ses mouvements sont plus lents, plus calculés, que ses grimaces cachent parfois de vraies souffrances, que son rire sonne de plus en plus faux. Louis de Funès mourait en direct devant des millions de Français, et personne ne faisait rien pour l'arrêter. Le docteur Mercier a confié qu'il l'avait envisagé de prévenir la famille, voire les autorités médicales, pour faire interdire à Louis de tourner. Mais comment interdire à un homme adulte, juridiquement sain d'esprit, de continuer à exercer son métier? Louis n'était pas fou, au sens légal du terme. Il était juste désespéré. Prisonnier d'un système qu'il avait contribué à créer. Esclave d'une image publique qu'il ne pouvait plus abandonner. Le docteur se sentait impuissant. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était administrer des doses toujours plus fortes de médicaments pour maintenir Louis debout. Transformer un homme en pharmacie ambulante pour qu'il puisse continuer à faire semblant que tout allait bien. Les dernières semaines de la vie de Louis ressemblent à une descente aux enfers médicales. Son cœur lâche petit à petit. Ses poumons se remplissent de liquide. Ses reins commencent à flancher sous la surcharge médicamenteuse. Son foie proteste contre les années d'abus d'antalgiques. Tout son organisme crie qu'il faut arrêter. Mais Louis continue. Il s'accroche. Il refuse de céder. Même quand monter un simple escalier le laisse haletant, appuyé contre le mur, le visage gris. Même quand il doit s'arrêter toutes les 5 minutes pendant une promenade dans le parc du château. Même quand il ne peut plus manger sans vomir. Il continue de jouer la comédie, celle d'un homme en pleine forme qui contrôle tout. Cette comédie atteint son apogée lors du réveillon de Noël 1982. Louis insiste pour réunir toute la famille au château. Il veut que ce soit une fête joyeuse, comme dans le bon vieux temps. Mais les invités découvrent un homme méconnaissable. Louis a perdu plus de 15 kilos. Ses vêtements flottent sur son corps amaigri. Son teint est jaune, presque cireux. Ses mains tremblent tellement qu'il peine à porter son verre de champagne à ses lèvres.
Quand il essaie de raconter une anecdote drôle, sa voix se casse. Il doit s'interrompre pour reprendre son souffle. Les invités sourient poliment, mais leurs regards trahissent le froid. Ils savent qu'ils assistent au dernier moment d'une légende, et que cette légende est en train de s'éteindre sous leurs yeux. Après le dîner, Louis s'excuse et monte dans sa chambre. Jeanne le retrouve 1 heure plus tard, assis au bord du lit, en larmes. Il lui avoue enfin la vérité, qu'il a peur de mourir, qu'il sait que c'est pour bientôt, qu'il regrette de ne pas avoir pris soin de lui plus tôt. Jeanne le prend dans ses bras et pleure avec lui. Pour la première fois depuis des années, Louis laisse tomber le masque. Il n'est plus le roi du rire. Il n'est plus la star invincible. Il est juste un homme terrifié face à sa propre fin. Un homme qui a sacrifié sa santé sur l'autel de la gloire. Un homme qui réalise trop tard que l'art et la célébrité ne valent rien face à la mort qui approche. Était-ce vraiment le prix à payer pour faire rire la France ? Louis de Funès portait en permanence une petite médaille en argent accrochée à une chaîne autour de son cou. Personne ne l'avait jamais vu sans cet objet. Même sur les plateaux de tournage, même dans les scènes où il devait être torse nu, il exigeait de garder sa médaille. Les costumiers s'adaptaient. Les cadreurs évitaient les plans qui auraient pu la montrer. Cette médaille était son secret, son talisman, sa protection contre le mauvais sort. Jeanne savait qu'il la portait, mais Louis refusait d'expliquer sa signification. Quand elle lui posait la question, il détournait la conversation. Cette médaille cachait quelque chose. Un serment, une promesse ou une malédiction. Une voyante que Louis consultait en secret depuis des années a témoigné après sa mort. Elle recevait Louis dans son appartement discret du 16e arrondissement, à Paris. Jamais au même jour, jamais à la même heure. Louis arrivait toujours en taxi, jamais avec sa propre voiture. Il portait une casquette et des lunettes de soleil pour ne pas être reconnu. Et là, dans le petit salon surchargé de tentures rouges et de bougies parfumées, il posait toujours les mêmes questions. Combien de temps me reste-t-il ? Vais-je mourir pauvre ou riche ? Mes proches vont-ils me trahir ? La voyante lisait les cartes, scrutait les lignes de sa main et lui donnait des réponses énigmatiques qui le terrifiaient. En 1980, selon le témoignage de cette voyante, elle avait vu quelque chose de terrible dans son jeu de tarot. La carte de la mort était apparue 3 fois de suite, accompagnée de la tour foudroyée et du diable. Une combinaison extrêmement négative. La voyante avait hésité à lui dire la vérité, mais Louis avait insisté. Il voulait savoir. Alors, elle lui avait annoncé qu'il allait perdre ce qui lui était le plus cher. Pas sa vie, pas encore, mais sa sécurité, sa fortune. Que quelqu'un proche de lui organiserait sa perte, et que quand il comprendrait qui, il serait trop tard pour se défendre. Cette prédiction avait hanté Louis. Il était devenu encore plus méfiant, encore plus paranoïaque. Il avait commencé à soupçonner tout le monde. Jeanne, ses fils, son notaire, ses collaborateurs, même ses amis les plus proches. Il voyait des traîtres partout. Il imaginait des complots. Il se réveillait la nuit en hurlant, persuadé que quelqu'un était entré dans sa chambre pour le voler. Jeanne, épuisée par ses crises nocturnes, avait fini par faire chambre à part. Elle ne supportait plus ses délires, ses accusations infondées, cette atmosphère de suspicion permanente qui empoisonnait le château. La voyante lui avait donné un conseil, se protéger avec un talisman béni, le porter en permanence, ne jamais le retirer, car tant qu'il serait sur lui, le mal ne pourrait pas l'atteindre totalement. Louis avait suivi scrupuleusement cette instruction. Il s'était rendu dans une église espagnole à Paris, l'église de son enfance, celle où sa mère le menait enfant. Il avait fait bénir cette médaille en argent représentant Saint Christophe, patron des voyageurs et protecteur contre la mort subite. Et depuis ce jour, il la portait sans interruption. Elle était devenue son bouclier invisible contre les forces obscures qui semblaient le menacer. Mais cette protection avait des limites, car la médaille ne pouvait rien contre la trahison humaine, ni contre la maladie, ni contre le temps qui passe. Louis s'accrochait à cet objet comme un naufragé à une bouée. Il lui parlait parfois, seul dans son bureau. Il la serrait entre ses doigts quand il angoissait. Il la touchait machinalement avant chaque scène difficile.
Cet objet était devenu le centre de sa vie spirituelle secrète. Une vie que personne ne soupçonnait. Car le Louis de Funès public était un homme rationnel, cartésien, qui se moquait des superstitions. Mais le Louis privé était terrorisé par l'invisible, par les forces qu'il ne comprenait pas, par un destin qu'il sentait lui échapper. La nuit du 26 janvier 1983, quelque chose d'étrange se produit. Jeanne, qui dort dans la chambre voisine, est réveillée par un bruit de verre brisé. Elle se lève, traverse le couloir, frappe à la porte de Louis. Pas de réponse. Elle pousse la porte. Louis est assis sur le bord de son lit, le visage livide. Au sol, les débris d'un verre d'eau. Louis fixe le mur devant lui, comme hypnotisé. Jeanne s'approche, inquiète, et demande ce qui se passe. Louis ne réagit pas immédiatement. Puis, d'une voix blanche, il murmure qu'elle est partie, la médaille, qu'il ne la trouve plus, qu'elle a disparu. Jeanne allume la lumière. Louis porte effectivement la main à son cou. La chaîne est cassée. La médaille a dû tomber. Il cherche partout. Dans le lit, sur le tapis, sous les meubles. Impossible de la retrouver. Louis devient hystérique. Il retourne le lit. Il renverse les tables de nuit. Il fouille frénétiquement chaque recoin de la chambre. Jeanne tente de le calmer en lui disant que ce n'est qu'une médaille, qu'on la retrouvera demain à la lumière du jour. Mais Louis la repousse violemment et crie qu'elle ne comprend pas, que sans elle, il est perdu, qu'il va mourir, que c'est Stella qui le lui avait dit, que s'il perd le talisman, il perd tout. Cette nuit-là, Louis ne dort pas. Il continue de chercher jusqu'à l'aube. En vain. La médaille s'est volatilisée, comme si elle n'avait jamais existé. Au matin, épuisé, Louis se fondre dans son fauteuil. Il refuse de manger. Il refuse de parler. Il reste prostré, le regard vide, les mains tremblantes. Jeanne appelle le docteur Mercier. Le médecin examine Louis et diagnostique un état de choc psychologique. Il prescrit des anxiolytiques. Mais Louis refuse de les prendre. « À quoi bon ?» répète-t-il. « C'est fini. La protection est partie. Je n'ai plus qu'à attendre. » Le soir même, Louis a une dernière crise de lucidité. Il convoque Jeanne dans son bureau. Il lui parle pendant 2 heures. Il lui dit qu'il l'aime, qu'il regrette de ne pas avoir été un meilleur mari, qu'il a fait des erreurs, qu'il a eu peur toute sa vie, peur de la pauvreté, peur de l'échec, peur de la mort. Il lui demande pardon pour tout, pour les disputes, pour les absences, pour l'obsession de l'argent qui a gâché tant d'années. Jeanne pleure. Elle lui répond qu'il n'a rien à se faire pardonner, qu'elle l'a toujours aimé malgré tout, qu'elle sera toujours là. Louis sourit faiblement. Puis il lui dit que demain il va mourir, qu'il le sait, que la voyante le lui avait prédit, que quand le talisman disparaît, c'est la fin. Jeanne refuse de croire à ces sombres prédictions. Elle essaie de le raisonner, mais Louis est convaincu. Il a lu les signes, il a vu les présages, la médaille perdue, les cartes de tarot qui annonçaient la mort, les rêves prémonitoires qui le hantaient depuis des semaines. Tout convergeait vers cette date. Le 27 janvier 1983, le jour où Louis de Funès quitterait ce monde. Il le sentait dans ses os, dans son cœur fatigué, dans son âme épuisée par des décennies de lutte acharnée. Le lendemain matin, Louis se lève péniblement. Il s'habille avec soin. Costume sombre, chemise blanche. Il descend prendre son petit déjeuner avec Jeanne. Il mange un peu. Il boit son café lentement. Puis il retourne dans son bureau. Il ferme la porte derrière lui. Jeanne, inquiète, reste à proximité. Elle écoute. Silence. Puis, vers 18h30, elle entend un bruit sourd, comme quelque chose de lourd qui tombe. Elle se précipite, ouvre la porte. Louis est effondré sur le sol, près de son bureau, inconscient, le visage gris, les lèvres bleues. Jeanne hurle, elle appelle les secours. Mais c'est trop tard. Le cœur de Louis a lâché. Définitivement, irrémédiablement. 3 jours après les funérailles, alors que la famille trie les affaires de Louis, Patrick retrouve quelque chose d'étrange dans un tiroir fermé à clé du bureau. La médaille en argent, intacte, posée sur un morceau de papier plié. Patrick déplie le papier.
C'est un mot écrit de la main tremblante de Louis, daté du 26 janvier au soir. Si vous trouvez ceci après ma mort, sachez que je l'ai fait exprès. J'ai caché la médaille. Je voulais voir si la prédiction se réaliserait. Maintenant, vous avez la réponse. Les mots ont un pouvoir. Les croyances tuent autant que les maladies. J'ai choisi mon destin en y croyant trop fort. Ne faites pas la même erreur. Ce message posthume glace le sang de toute la famille. Louis s'est-il vraiment auto-suggestionné jusqu'à la mort? A-t-il provoqué son propre décès en créant les conditions psychologiques de sa fin? Ou bien la voyante avait-elle vraiment vu quelque chose que Louis avait inconsciemment capté? Cette question restera à jamais sans réponse. Mais elle pose une interrogation terrible sur les derniers jours de Louis de Funès. Dans quelle mesure sa mort était-elle inévitable? Et dans quelle mesure l'a-t-il lui-même orchestrée en cédant à ses peurs les plus irrationnelles? Jusqu'où peut aller le pouvoir destructeur de nos propres croyances? Selon une rumeur persistante, un cercle restreint aurait connu la vérité sur l'état réel des finances de Louis de Funès dans ces derniers mois. Pas la famille, pas le public, juste un cercle restreint qui s'était formé autour de l'acteur mourant, son médecin personnel, son notaire, son comptable, le directeur de sa banque et une personne dont l'identité n'a jamais été révélée officiellement. Ces 5 hommes se réunissaient en secret, loin des caméras et des journalistes. Ils savaient que Louis était ruiné, que le château dévorait chaque mois des sommes astronomiques, que les impôts engloutissaient les cachets avant même qu'ils n'arrivent sur les comptes. Et pourtant, ils ont gardé le silence. Pourquoi avoir caché cette vérité à Jeanne et au fils? Que protégeait-il vraiment? D'après certaines versions jamais confirmées, un comptable qui gérait les affaires de Louis aurait laissé échapper, des années plus tard, un aveu troublant. Nous avions fait un pacte. Louis nous avait supplié de ne rien dire à sa famille, tant qu'il serait vivant. Il voulait préserver l'illusion. Il ne voulait pas qu'il sache qu'il avait tout perdu, que le roi du rire français était au bord de la faillite. Alors nous avons menti, nous avons maquillé les comptes, nous avons retardé les paiements aux créanciers, nous avons négocié en secret avec le fisc pour étaler les dettes. Tout ça pour que Louis puisse mourir en paix, sans que personne ne découvre la catastrophe financière qu'il laissait derrière lui. Cette conspiration du silence s'organisait lors de réunions clandestines qui avaient lieu tous les 15 jours dans un cabinet d'avocats du 8e arrondissement parisien. Jamais le même jour, jamais à la même heure. Les 5 hommes arrivaient séparément, à intervalles de 10 minutes, pour ne pas attirer l'attention. Ils s'installaient dans une salle de réunion sans fenêtre, fermaient la porte à clé et passaient 2 heures à jongler avec les chiffres. Comment payer le personnel du château alors que les comptes étaient vides? Comment régler les factures d'électricité qui s'accumulaient? Comment honorer les traites sur les travaux de rénovation? Chaque réunion ressemblait à une session de stratégie militaire. Ils déplaçaient l'argent d'un compte à l'autre. Ils négociaient des délais avec les créanciers. Ils inventaient des prétextes pour justifier les retards de paiement. Le directeur de la banque avait accepté d'accorder à Louis des découvertes gigantesques que jamais il n'aurait autorisées pour un client ordinaire. Pourquoi cette faveur? Parce que Louis de Funès était une icône nationale. Parce que laisser tomber une telle légende aurait été un scandale pour la banque. Mais aussi, selon certaines rumeurs jamais confirmées, parce que le directeur possédait lui-même un pourcentage sur les futurs droits d'auteur des films. Il avait investi dans la gloire de Louis. Et maintenant, il devait protéger son investissement en maintenant Louis debout artificiellement, même si l'acteur était cliniquement mort financièrement. Le notaire jouait son propre jeu dans cette partie d'échecs. Il savait que la succession de Louis serait un casse-tête juridique monumental. Alors, il préparait le terrain. Il rédigeait des avenants secrets au testament officiel. Il créait des structures juridiques opaques pour protéger certains biens de la saisie. Il transférait discrètement la propriété de certaines œuvres d'art et objets de valeur vers des sociétés offshore. Tout cela sans en informer Louis, qui était désormais trop affaibli pour comprendre les subtilités juridiques. Le notaire agissait-il dans l'intérêt de la famille? Ou construisait-il son propre empire sur les ruines de celui de Louis? La 5e personne de ce cercle maudit reste un mystère absolu. Aucun des 4 autres membres n'a jamais révélé son identité. Le comptable, interrogé plus précisément sur ce point, devient soudainement évasif. C'était quelqu'un de très haut placé.
quelqu'un qui avait le pouvoir de bloquer certaines procédures fiscales, quelqu'un qui protégeait Louis depuis des années. Mais je ne peux pas en dire plus. J'ai signé un engagement de confidentialité qui me survit. Si je parle, ma famille pourrait en payer le prix. Ces mots lourds de menaces suggèrent que cette cinquième personne appartenait peut-être aux plus hautes sphères de l'État français. Un ministre? Un conseiller de l'Élysée? Un magistrat influent? Ce réseau occulte fonctionnait comme une société secrète. Chaque membre avait un rôle précis. Chacun apportait sa pierre à l'édifice du mensonge. Et tous partageaient le même objectif: maintenir Louis en vie socialement, même si financièrement, il était déjà mort. Cette stratégie a fonctionné pendant les derniers mois de la vie de l'acteur. Mais après sa disparition, le château de cartes s'est effondré. Les créanciers, qui avaient accepté d'attendre par respect pour Louis vivant, sont devenus impitoyables face à sa veuve. Les factures impayées se sont accumulées sur le bureau de Jeanne. Les huissiers ont commencé à frapper à la porte du château. Et le cercle des 5 s'est dissous dans la nature, chacun protégeant ses propres intérêts. Jeanne découvre alors avec horreur l'ampleur de la catastrophe. Les hommes qui prétendaient protéger son mari l'avaient en réalité enfoncé plus profondément dans les dettes en retardant artificiellement l'échéance. Au lieu de forcer Louis à vendre le château de son vivant, quand il aurait pu négocier un bon prix, ils ont laissé pourrir la situation. Résultat, Jeanne doit brader le domaine 3 ans plus tard pour une fraction de sa valeur réelle. Le cercle des 5 avait-il vraiment agi par compassion ou avait-il simplement prolongé l'agonie pour mieux se servir au passage? Un détail troublant émerge lors de l'inventaire de la succession. Selon certaines versions, plusieurs objets de valeur auraient manqué lors de l'inventaire de succession. Mais aucune plainte officielle n'a été déposée. Des tableaux, des meubles anciens, des objets d'art espagnol que Louis collectionnait depuis des décennies. Où sont-ils passés? Le notaire prétend que Louis les a vendus dans ces derniers mois pour payer ses dettes courantes. Mais aucun reçu de vente n'est retrouvé. Aucune trace bancaire ne confirme l'encaissement du produit de ces ventes. Ces objets se sont volatilisés, et avec eux, plusieurs centaines de milliers de francs qui auraient pu alléger le fardeau de la succession. Des tensions auraient opposé les héritiers à certains gestionnaires du patrimoine. Mais aucune accusation formelle n'a été rendue publique. Il exige une enquête. Mais le notaire menace de démissionner et de rendre publics tous les secrets financiers de Louis, les dettes cachées, les découvertes bancaires astronomiques, les arriérés d'impôts. Ce chantage implicite suffit à faire taire Patrick, car révéler ces informations détruirait définitivement l'image publique de Louis de Funès. Le héros national deviendrait un homme ruiné, incapable de gérer sa fortune. Patrick choisit le silence. Il ravale sa colère. Il accepte l'humiliation de voir le notaire partir impunément, probablement enrichi par quelques pièces du trésor familial. Ce cercle maudit des 5 avait-il vraiment servi Louis de Funès ou l'avait-il dépouillé méthodiquement sous couvert de protection? Certains évoquent l'existence possible d'un refuge secret, peut-être un petit appartement parisien où Louis aurait cherché la solitude, à Paris, dans le 18e arrondissement. Officiellement, cet appartement n'existait pas. Il n'apparaissait sur aucun document officiel. Il était loué sous le nom d'une société écran créée en 1968. Les charges étaient payées en liquide, aucune trace bancaire, aucun lien apparent avec Louis de Funès. C'était son refuge secret, son bunker émotionnel, l'endroit où il se rendait quand le poids de sa vie publique devenait insupportable, l'endroit où il pouvait enfin retirer le masque du comique national et redevenir simplement Louis. Selon des récits circulant après sa mort, une concierge aurait évoqué des visites régulières des noms solitaires. Elle le voyait arriver 1 ou 2 fois par mois, toujours en fin d'après-midi, toujours seul. Il entrait rapidement dans le hall, montait les 3 étages à pied sans prendre l'ascenseur et s'enfermait dans son appartement pour plusieurs heures, parfois toute la nuit. Jamais il ne recevait de visiteurs, jamais il ne faisait de bruit. C'était comme si l'appartement était habité par un fantôme qui venait se cacher du monde extérieur pour quelques heures de paix. Que faisait Louis dans cet appartement? La concierge raconte qu'elle l'a croisé une fois dans l'escalier, tard le soir. Il descendait avec un sac de déchets qu'il allait jeter dans la poubelle commune.
Elle a vu son visage, ravagé par les larmes, les yeux rouges, les joues creusées. Il ressemblait à un homme qui venait de pleurer pendant des heures. Quand elle lui a demandé si tout allait bien, Louis a sursauté, comme pris en faute. Il a murmuré que oui, tout allait bien, qu'il avait juste besoin d'un peu de solitude. Puis, il est remonté précipitamment dans son refuge secret. Après la mort de Louis, quand la famille a découvert l'existence de cet appartement en fouillant les vieux papiers, Patrick et Olivier s'y sont rendus. Ils ont ouvert la porte avec appréhension. Qu'allait-il trouver? Un nid d'amour clandestin? Un repère de débauche? La vérité était bien plus déchirante. L'appartement était meublé sobrement. Un lit, une place, une table, 2 chaises, une petite cuisine. Et surtout, des centaines de carnets empilés sur des étagères. Des carnets dans lesquels Louis écrivait, des pages et des pages couvertes de son écriture serrée, des confessions intimes que personne n'était censé lire. D'après certaines versions, des carnets personnels auraient été découverts, révélant peut-être, et se fondre sur une chaise, bouleversé. Louis écrivait « Aujourd'hui, j'ai fait rire 20 000 personnes à l'Olympia. 20 000 personnes qui m'applaudissaient, qui criaient mon nom, qui voulaient me toucher. Mais quand je suis rentré dans ma loge, après le spectacle, je me suis regardé dans le miroir et j'ai eu envie de vomir. Je ne me reconnais plus. Ce visage grimaçant n'est pas le mien. Cette voix hystérique n'est pas la mienne. Je suis devenu un produit, une machine à faire rire. Et je ne sais plus comment arrêter la machine. J'ai peur que si j'arrête, tout s'écroule. Ma famille, ma fortune, mon identité. Alors, je continue. Je grimace, je hurle. Et chaque soir, je viens ici pour pleurer, en silence. » Ces carnets révèlent à Louis de Funès que personne ne connaissait. Un homme en détresse psychologique profonde. Un homme qui souffrait de ce que les psychiatres appellent aujourd'hui un syndrome d'imposture. La conviction d'être un fraudeur, de ne pas mériter sa gloire, d'être démasqué à tout moment. Louis écrivait régulièrement sur sa terreur d'être oublié, sur sa certitude que le public finirait par se lasser de lui, sur ses insomnies chroniques, sur ses crises d'angoisse, sur ses pensées suicidaires qu'il chassait en travaillant encore plus. Un carnet particulièrement glaçant, daté de janvier 1982, contient cette phrase répétée sur plusieurs pages. « Je veux mourir avant de devenir pathétique. Je veux mourir avant qu'il me siffle. Je veux mourir avant qu'il découvre que je ne suis qu'un imposteur qui a eu de la chance. » Cette obsession de la mort comme échappatoire traverse tous les derniers carnets. Louis planifiait sa propre fin. Il voulait contrôler au moins ça, le moment et les conditions de sa sortie. Il refusait l'idée de décliner lentement, de devenir une ombre de lui-même, de finir ses jours dans un hospice pendant que les jeunes acteurs prenaient sa place. Les fils découvrent aussi, cachée dans un tiroir de la table, une bouteille de somnifère puissant, une bouteille pleine. Louis l'avait achetée en 1981, selon l'ordonnance retrouvée à côté. Il la gardait là, dans son refuge secret, comme une assurance. Si la vie devenait vraiment insupportable, il avait la solution. Il lui suffisait d'avaler tous les comprimés avec un verre d'eau, s'endormir pour toujours dans cet appartement anonyme du boulevard de Clichy, être retrouvé des jours plus tard par la concierge, mourir loin des caméras, loin du château, loin de l'image publique qui l'étouffait. Mais Louis n'a jamais franchi cette ligne. Il a gardé la bouteille comme un talisman, comme une porte de sortie qu'il pouvait ouvrir s'il le décidait. Cette bouteille lui donnait un sentiment de contrôle dans une vie qui lui échappait complètement. Tant qu'elle était là, il pouvait tenir. Il pouvait continuer à jouer la comédie. Car il savait qu'au pire, il avait toujours cette option. Cette sortie de secours ultime. Patrick referme le tiroir et pleure en silence. Son père avait vécu un enfer que personne ne soupçonnait. Un enfer tellement insupportable qu'il envisageait sérieusement de tout arrêter. Olivier fouille dans le reste de l'appartement et tombe sur une autre découverte déchirante. Dans le placard de la chambre, caché derrière une pile de vieux vêtements, un magnétophone à cassette. Et à côté, une dizaine de cassettes audio étiquetées avec des dates. Olivier en insère une dans l'appareil et appuie sur lecture. La voix de Louis emplit la pièce, cassée, tremblante, à peine reconnaissable.
Il parle seul, tard dans la nuit, et enregistre ses pensées les plus sombres. Il parle de ses regrets, de son incapacité à être un bon père, de ses disputes avec Jeanne, de son obsession maladive de l'argent qui a empoisonné toute sa vie, de sa culpabilité d'avoir sacrifié sa famille sur l'autel de sa carrière. Sur l'une des cassettes, datée de décembre 1982, Louis prononce des mots qui glacent le sang. « J'ai tout raté. J'ai réussi professionnellement, mais j'ai échoué humainement. Mes fils ne me connaissent pas vraiment. Jeanne m'a supporté, mais je ne suis pas sûr qu'elle m'ait vraiment aimé ces dernières années. J'ai gagné des millions, mais je n'ai pas été capable de protéger ma famille de mes propres démons. Je pars bientôt et je laisse derrière moi un château vide, des dettes monumentales et des cœurs brisés. Quel héritage pathétique pour un homme qui a fait rire la France entière. Je suis un roi du rire qui meurt de tristesse. Quelle ironie cruelle. Les fils écoutent ces enregistrements et réalisent l'ampleur de leur ignorance. Ils ne connaissaient pas leur père. Ils vivaient avec une façade, avec le personnage public de Louis de Funès. Mais l'homme réel, l'homme fragile et torturé qui se cachait derrière ce masque, leur était totalement étranger. Cet appartement secret était le vrai Louis. Le Louis qui souffrait, le Louis qui doutait, le Louis qui pleurait. Et ce Louis-là, personne ne l'avait jamais consolé. Personne ne l'avait jamais protégé. Il était mort seul, entouré de millions de fans, mais profondément isolé émotionnellement. Si de tels documents ont existé, leur sort reste un mystère. Peut-être détruit, peut-être conservé en secret. Ils ne veulent pas que le public découvre cette face sombre de leur père. Ils veulent préserver l'image du roi du rire. Alors, ils brûlent tout dans la cheminée de l'appartement. Les carnets, les cassettes, les lettres, tout part en fumée. Ils effacent les traces de la souffrance de Louis. Ils préservent le mythe au détriment de la vérité. Mais en faisant cela, ils condamnent aussi leur père à l'incompréhension éternelle. Personne ne saura jamais vraiment qui était Louis de Funès. Personne ne comprendra jamais l'ampleur de son sacrifice. Cet appartement secret aurait pu être la clé pour comprendre l'homme derrière la légende. Mais cette clé a été détruite, volontairement, définitivement. Était-ce vraiment le bon choix? Ce qui n'a jamais été révélé officiellement, c'est que la carrière de Louis de Funès aurait pu s'arrêter bien plus tôt, si certaines personnes haut placées n'avaient pas décidé de le protéger. Dès la fin des années 70, des voix influentes dans les cercles du pouvoir culturel français trouvaient que Louis en faisait trop, que son humour devenait vulgaire, que ses grimaces caricaturaient la France à l'étranger, qu'il était temps de passer à autre chose, de promouvoir de nouveaux talents, de tourner la page de cette comédie populaire qui ne correspondait plus à l'image que la France voulait projeter dans le monde. Certains évoquent l'existence possible d'un rapport culturel des années 70 qui aurait mentionné Louis de Funès, mais aucun document n'a été rendu public. Le rapport suggère de limiter progressivement son exposition médiatique, de réduire les subventions aux films dans lesquels il joue, de favoriser d'autres acteurs plus en phase avec la nouvelle image culturelle que la France souhaite développer. Ce rapport n'a jamais été appliqué officiellement, mais il a circulé dans les hautes sphères, et certains producteurs ont commencé à en tenir compte. Louis le sentait. Il voyait les portes se fermer doucement, les projets qui se raréfiaient, les budgets qui diminuaient, les salles qui se remplissaient moins qu'avant. Il savait que le vent tournait, que sa gloire avait atteint son pic et commençait à décliner. Cette conscience du déclin l'obsédait. Il redoublait d'efforts. Il acceptait des rôles de moins en moins bons. Il tournait des films médiocres juste pour rester visible, pour prouver qu'il l'était encore là, qu'on ne pouvait pas se débarrasser de lui si facilement. Mais le système était plus fort que lui. Des directeurs de chaînes de télévision recevaient des consignes informelles. Ne plus programmer les films de Funès aux heures de grande écoute. Les remplacer progressivement par d'autres contenus. Préparer le public à l'après de Funès. Ces consignes n'étaient jamais écrites noir sur blanc. Elles passaient par des coups de téléphone discrets, par des déjeuners entre décideurs, par des accords tacites. Un réseau invisible orchestrait le déclin de Louis sans qu'il puisse vraiment identifier ses ennemis. Des rumeurs évoquent des pressions discrètes sur la programmation télévisée, mais aucun témoignage officiel n'a confirmé ces allégations. Il raconte avoir reçu un appel en 1980 et un d'un conseiller du ministre de la Culture. Le message était clair.
Il fallait arrêter de diffuser les films de Funès en boucle, diversifier l'offre cinématographique, promouvoir le nouveau cinéma français. Quand le responsable a objecté que les films de Louis cartonnaient encore en audience, le conseiller a répondu que les chiffres d'audience n'étaient pas le seul critère, qu'il y avait aussi une question d'image, que la France ne pouvait pas être éternellement représentée par un acteur qui grimace et hurle. Ce n'était pas un ordre formel, juste une forte recommandation, mais tout le monde avait compris. Louis a-t-il été victime d'une complot délibéré ou simplement d'un changement naturel des goûts du public et des orientations culturelles? La vérité se situe probablement entre les deux. Il y a eu une volonté politique de tourner la page de Funès, mais cette volonté n'aurait pas réussi si le public n'avait pas commencé lui aussi à se lasser. Le système a simplement accéléré un processus qui était déjà en cours. Il a poussé Louis vers la sortie alors que celui-ci s'accrochait désespérément au bord du précipice. Ce qui est certain, c'est que Louis en avait conscience. Dans ses dernières interviews, il parlait amèrement de l'ingratitude du milieu culturel français, de ces intellectuels qui le méprisaient parce qu'il faisait rire le peuple, de ces critiques qui trouvaient son cinéma vulgaire et sans intérêt, de ces décideurs qui préféraient financer des films d'auteurs incompréhensibles plutôt que des comédies populaires. Louis se sentait rejeté par l'élite culturelle. Et ce rejet le blessait profondément. Car malgré son succès populaire, il avait toujours cherché la reconnaissance des intellectuels. Il voulait être respecté, être considéré comme un artiste à part entière, pas juste comme un bouffon qui amuse les masses. Cette quête de légitimité culturelle a empoisonné ces dernières années. Il tentait de prouver qu'il pouvait jouer autre chose que des comédies. Il acceptait des rôles dramatiques. Il essayait de montrer sa palette d'acteurs. Mais le public ne voulait voir en lui que le comique. Et les critiques restaient sourds à ses efforts. Louis était enfermé dans son personnage, prisonnier de sa propre réussite, condamné à répéter indéfiniment les mêmes grimaces pour satisfaire un public qui refusait qu'il évolue. Le jour de sa mort, Louis travaillait encore sur un projet de film. Un dernier rôle qu'il espérait pouvoir tourner malgré son état de santé catastrophique. Les producteurs avaient accepté de repousser le tournage jusqu'au printemps 1983 pour lui laisser le temps de se remettre. Mais Louis savait qu'il ne tiendrait pas jusque-là. Son corps avait rendu les armes. Le système l'avait usé jusqu'à la corde. Et maintenant, il n'avait plus la force de se battre. Il était temps de partir, de quitter la scène, de laisser la place aux autres. Mais partir comment ? En héros dignement retiré ou en vieil acteur pathétique qui ne s'est pas raccroché? Louis a choisi de mourir avant d'avoir à répondre à cette question. Son cœur a lâché au bon moment, comme si son corps avait décidé pour lui qu'il était temps d'arrêter. Était-ce vraiment un hasard, ou Louis avait-il inconsciemment programmé sa propre fin? Les funérailles de Louis de Funès ont rassemblé des milliers de personnes. La France pleurait son roi du rire. Mais derrière les larmes publiques se cachaient des réalités bien moins glorieuses. Jeanne, vêtue de noir, serrait les dents en écoutant les discours pompeux des politiciens qui venaient récupérer un peu de la gloire posthume de Louis. Ces mêmes politiciens qui, quelques mois plus tôt, trouvaient que Louis en faisait trop, qui suggéraient discrètement de le mettre au placard. Maintenant qu'il était mort, il découvrait soudainement son génie, son importance culturelle, sa place dans le patrimoine français. Cette hypocrisie révoltait Jeanne, mais elle restait digne, elle ne disait rien, elle laissait parler les menteurs. Car à quoi bon se battre maintenant? Louis était parti, le reste n'avait plus d'importance. La succession s'est réglée lentement, douloureusement. Le château a été vendu, les dettes remboursées, les objets personnels dispersés. Au final, Jeanne et les fils ont hérité de bien moins que ce que le public imaginait. Les millions du coffre-fort? Probablement un mythe. Ou alors, ils avaient été engloutis progressivement dans le gouffre financier qu'était devenu le château. Peu importe. Ce qui restait suffisait à vivre modestement. Pas de quoi être millionnaire, mais assez pour ne pas mourir de faim. Patrick et Olivier ont choisi des vies discrètes, loin des projecteurs. Ils ont compris que la gloire de leur père avait été autant une malédiction qu'une bénédiction. Ils ne voulaient pas reproduire ce schéma. Ils préféraient l'anonymat à la célébrité, la tranquillité au succès.
Ils ont gardé pour eux les secrets qu'ils avaient découverts dans l'appartement du boulevard de Clichy. Ils n'ont jamais révélé l'ampleur de la souffrance psychologique de leur père. Ils ont laissé le mythe intact. Pour le public, Louis de Funès reste le roi du rire éternel, l'homme qui faisait exploser les salles, la légende immortelle du cinéma français. Jeanne a vécu encore 14 ans après la mort de Louis. 14 années qu'elle a passées dans un petit appartement de banlieue, entouré de quelques photos et souvenirs. Elle recevait rarement des visites, elle sortait peu. Elle vivait avec ses souvenirs, les bons comme les mauvais. En 1997, elle s'est éteinte paisiblement dans son sommeil. Sans douleur, sans bruit, comme elle avait vécu les dernières années, discrètement, loin du tumulte qui avait caractérisé sa vie avec Louis. Et la personne qui a peut-être trahi Louis, celle qui aurait profité de sa faiblesse pour s'enrichir, elle a continué sa vie comme si de rien n'était. Elle n'a jamais été poursuivie, jamais jugée, jamais condamnée, car rien n'a jamais été prouvé formellement. Les soupçons ne suffisent pas à condamner quelqu'un. Cette personne a gardé son secret. Elle a peut-être même fini par se convaincre qu'elle n'avait rien fait de mal, que tout était légal, que Louis avait accepté, que c'était juste du business. La conscience humaine a cette capacité extraordinaire de justifier n'importe quelle trahison quand il y a assez d'argent en jeu. Alors, que reste-t-il vraiment de Louis de Funès aujourd'hui? Un château vendu, des films immortels, des millions de spectateurs qui se souviennent de ses grimaces, et une vérité enfouie dans les archives détruites d'un appartement secret. Louis voulait être aimé, il a été adulé. Louis voulait être riche, il est mort ruiné. Louis voulait protéger sa famille, il leur a légué des dettes et des secrets douloureux. Louis voulait être éternel, il est devenu un mythe. Mais derrière le mythe, il y avait juste un homme fragile, un homme qui avait peur, un homme qui souffrait, un homme qui n'a jamais trouvé la paix. Les millions du coffre-fort de Clermont n'ont probablement jamais existé, ou s'ils ont existé, ils ont été engloutis par un système impitoyable qui dévore ceux qui brillent trop fort. Louis de Funès a payé le prix fort pour sa gloire. Il a sacrifié sa santé, sa famille, sa tranquillité des prix sur l'autel du succès. Et au final, qu'a-t-il gagné? Des films qui font encore rire, une place dans l'histoire du cinéma et un mystère qui continue de fasciner des décennies après sa mort. Alors, était-il une victime d'un système culturel et financier impitoyable qui broie ses propres idoles? Ou était-il l'artisan de sa propre destruction, incapable de contrôler ses démons intérieurs et son obsession maladive de l'argent et du contrôle?